Parce que c'est la déclaration de ce matin et ça se passe sur TF1. Bruno Retailleau fait le pari de l'échec de la motion de censure. Si c'était en effet un peu plus compliqué que prévu pour le RN, la motion du NFP, elle égratigne. Alors peut-il renoncer à la voter? LCI vous répond, c'est à 10h30, la question du jour, budget censuré, qui sera impacté? Vous avez accès à notre QR code, votre QR code d'ailleurs, pour poser vos questions à notre équipe qui vous répondra. Donald Trump présent à Notre-Dame samedi. Il s'agira de son premier déplacement à l'étranger depuis sa victoire à l'élection présidentielle du 5 novembre. Et si c'était déjà lui le président des États-Unis. Mais d'abord, donc je vous présente mes invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Valérie Nataf. Bonjour. Ça va? Très bien. Éditorialiste politique LCI, ravi de vous retrouver. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Ravi également, vous êtes ancien ministre socialiste. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Grand reporter et spécialiste des questions internationales. Ravi également. Et nous serons rejoints dans quelques instants par Adrien Gendre, qui est chef du service politique de TF1 LCI. Le temps de l'info, c'est parti. Nous déposons une motion de censure et que nous voterons la censure du gouvernement. Nous censurerons ce gouvernement et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Alors, autre information importante, Michel Barnier sera l'invité du 20h de TF1 ce soir et c'est à suivre en simultané en direct sur LCI. Bonjour Nicolas Laurent, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Matignon avec Julie Janus. Alors, très simplement, mais en fait si complexe dans le fond, que peut-il dire Michel Barnier? Y a-t-il quoi que ce soit qu'il puisse encore tenter? C'est un Premier ministre au pied du mur qui vient tout juste d'arriver ici à Matignon ce matin, au pied du mur, mais combatif, et il va continuer de jouer son va-tout jusqu'à la dernière minute avec cette interview, vous l'avez dit, ce soir, où il va prendre les Français à témoin avec un objectif, continuer d'alerter sur les conséquences d'une censure sur le pays, sur son économie, sur l'image que renvoie la France aussi auprès des investisseurs étrangers. Il l'avait déjà fait la semaine dernière, souvenez-vous, lors de son interview à TF1, où il avait parlé de tempête concernant une éventuelle censure du gouvernement. Il compte aussi sur ses ministres, Michel Barnier, qui aille passer ce message dans les médias. Ils étaient plusieurs dans les matinales ce matin à dénoncer l'irresponsabilité de l'opposition politique. Il compte aussi sur les députés du socle commun, à qui il a demandé d'aller sur le terrain, à la rencontre de leurs électeurs dans leur circonscription, encore pour faire passer ce message, pour dire à quel point les conséquences d'une censure seraient mauvaises pour le pays. Est-ce que ça suffira à renverser la vapeur? Franchement, ce matin, ça paraît quand même quasi mission impossible, mais on nous dit du côté des équipes de Matignon, c'est un Premier ministre qui n'est pas résigné, qui ne prépare pas ses cartons et qui va continuer de se battre. Merci beaucoup Nicolas Laurent avec Julie Janus sur le terrain. Bonjour Adrien Gendre. Bonjour. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre, chef du service politique TF1 LCI. On vous imagine débordé, peut-être un peu au bout du rouleau. C'est que le début, j'ai envie de vous dire. Voilà, exactement. Alors que peut-il dire Michel Barnier qui va venir sur le plateau de TF1 que vous verrez ce soir vous-même d'ailleurs? Comme Nicolas le disait à l'instant, il y a deux intentions. On va dire qu'il y a la vitrine qui est de dire voilà ce qu'on peut encore tenter, histoire d'être sûr d'avoir vraiment tout tenté. Ça passe par un appel à la responsabilité de chacun des responsables politiques. Tout est dans le mot du pays. Il y a la volonté en creux donc de dénoncer l'irresponsabilité de ceux qui demain, donc potentiellement, si le calendrier est confirmé, seraient prêts à faire chuter le gouvernement et donc à précipiter le pays dans ce qu'il convient d'appeler le chaos, puisque c'est le mot employé par tous les membres du gouvernement qui se sont effectivement partagés ce matin les différentes expressions. Ensuite, une fois qu'on a posé cette vitrine, il y a la réalité. C'est que Michel Barnier, il est là aussi pour dire sa vérité. C'est-à-dire dire, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai travaillé, répondre aux critiques, y compris dans son propre camp, qui disent il aurait dû, il aurait pu faire différemment. Et puis il y a une conviction, au fond, c'est que vraisemblablement, il n'y avait en réalité rien à faire. C'est en tout cas l'état d'esprit de son entourage. Parce que, de leur point de vue, Marine Le Pen, depuis le réquisitoire qu'il a visé dans le procès des assistants parlementaires européens du FN, est rentrée dans autre chose. Et quelles qu'aient été les concessions, elle aurait de toute façon fait tomber le gouvernement. C'est aussi ce message-là qu'il veut envoyer, un avertissement à ses successeurs potentiels. Attention à Marine Le Pen. Il y a encore un budget à préparer. Il y a encore un projet de loi de fin de gestion, comme on l'appelle, qui emporte des décisions très importantes et qui, aujourd'hui, au moment où l'on se parle, ne sont en rien garanties. Alors dans un instant, vous entendrez Bruno Retailleau, qui est à votre micro, dans votre interview ce matin sur la matinale de TF1 Bonjour, a dit que lui, il faisait le pari que la motion serait rejetée. On va l'entendre dans un instant. Mais d'abord,
Michel Barnier ce soir aux 20h. Il a une carte à jouer, encore une ultime carte à jouer où effectivement c'est pour acter et passer à l'après. Il va tenter, ce que vient de dire Adrien, il va tenter le tout pour le tout, d'essayer de trouver peut-être une voie de passage. Ça lui correspond. On va rappeler une fois de plus qu'il a été le négociateur du Brexit. Et donc essayer de trouver une voie de passage à l'Assemblée avec un certain nombre de parlementaires. Et aux 20h ce soir, il va prendre une fois de plus les Français à témoin, mais cette fois-ci dans un, pardon de ce très bon français, dans un money time qui va être terrible, puisque, vous l'avez dit, c'est sans doute demain que se votera ou pas cette motion de censure. Et donc, il faut que les Français fassent, d'une certaine manière, pression sur les parlementaires. On va voir sans doute fleurir quelques études d'opinion entre aujourd'hui et demain pour savoir ce que souhaitent les Français. Pour l'instant, l'opinion est assez partagée. Il y a une très légère majorité en faveur de la motion de censure et une très légère majorité pour que Michel Barnier reste à Matignon. Alors je sais que c'est un exercice compliqué, mais comme vous êtes ancien ministre, je me lance. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ? Bien de se battre jusqu'au bout, parce que d'abord rien n'est joué, la vie nous apprend ça, c'est qu'il se passe des choses parfois qu'on n'imagine pas, donc il faut aller jusqu'au bout et se battre. Voire souvent. Voilà. Et deuxièmement, il en va quelque part de la dignité, pour sa part, de son action. Et deuxièmement, de la prise de conscience des Français, parce que Valérie rappelait à l'instant la question des sondages, on voit une opinion qui a du mal à se faire une opinion, si j'ose dire, et en réalité, il se passe des choses graves. Donc il faut que le Premier ministre fait don de son corps, en quelque sorte, à la prise de conscience des Français, de la situation extrêmement difficile. De quoi a-t-on parlé ces derniers jours ? De distribution de petits pains au chocolat à tous les Français, payés par on ne sait qui, on ne sait comment. Donc il faut que ça cesse. On ne peut pas avoir une politique qui n'a comme but que de distribuer du pouvoir d'achat qu'on n'a pas à un certain nombre de Français. Ce qui ne veut pas dire que des questions de justice ne peuvent pas être posées. Mais il faut sortir, il faut viser un peu l'intérêt général. Écoutons, non, je vous en prie, mais écoutons maintenant ce qui est, selon moi et selon nous, la déclaration du matin. C'est le pari de Bruno Retailleau. Moi, je fais le pari d'abord que Michel Barnier, nous parviendrons à écarter la motion de censure. Je veux aller au bout de ce que j'ai commencé, parce que je crois vraiment que rétablir l'ordre, c'est fondamental pour la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de liberté. Quand il y a le désordre, il n'y a pas d'égalité. C'est la loi de la jungle. La proposition vous est faite. Mais j'espère que Michel Barnier sera toujours Premier ministre. C'est vraiment mon souhait. Bonjour Thomas Ménager, merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale. Merci Bonjour. à Olivier Martin qui est derrière la caméra. Vous l'avez entendu, Bruno Retailleau, il fait le pari que ça passera pas. Vous lui répondez quoi ? Aujourd'hui, on ne voit pas comment, d'un point de vue constitutionnel, il pourrait ne pas y avoir de censure de ce gouvernement. Mais après, nous sommes clairs, transparents depuis le premier jour. S'il y a une possibilité ferme, définitive et qui n'est pas de l'enfumage, de ne pas désindexer les retraites de nos aînés qui s'apprêtent à baisser si nous ne censurons pas ce gouvernement, nous sommes prêts à ne pas censurer. Nous n'avons pas changé de ligne, nous avons fixé des lignes rouges. Il y en avait une qui était maintenue, qui était la désindexation, l'appauvrissement de nos retraités. S'ils ont la capacité technique, en technique de légistique et en constitutionnel, bien entendu, nous, on ne change pas et on serait prêt à ne pas censurer. Ménager, vous avez des lignes rouges avec le gouvernement, en avez-vous avec la gauche ? Parce que on a regardé attentivement tous la motion de censure de LFI que vous vous apprêtez à signer. Et pour certains, c'est carrément insultant en réalité pour votre parti. Je vais citer un extrait, regardez, on l'a sorti pour nos téléspectateurs. Le Premier ministre a cédé aux plus viles obsessions de l'extrême droite avec une nouvelle loi immigration qui poursuivait la faillite morale et politique de l'année dernière. Les plus viles obsessions de l'extrême droite. Et une remise en cause de l'aide médicale d'État qui apporte humanité et dignité à ceux qui foulent notre sol. C'est pourtant ce que vous souhaitez. Et ça, vous allez le signer en toute cohérence. Non mais on ne le signe pas, on a déposé notre propre motion de censure. Par contre, on vote la censure du gouvernement, on ne vote pas un texte. Que peu importe ce qu'il y a dans ce texte, c'est un peu comme un communiqué de presse pour dire on censure. Ça n'a absolument aucune force et c'est peut-être une volonté aussi de la gauche de pas au final censurer le gouvernement et de créer un piège. Nous, on ne rentre pas dans ce piège, on censure le gouvernement qui est la seule solution pour bloquer le budget, qui augmente de 30 à 40 milliards les impôts, qui augmente les charges sur les entreprises, la fin des aides sur l'apprentissage, qui va
va augmenter tout un tas de taxes, c'est les bouteilles d'eau, sur les chaudières, une baisse du budget de l'agriculture. À un moment, il ne faut pas détourner, il faut arrêter d'enfumer. Nos principaux opposants, c'est bien entendu aussi la France Insoumise, mais je tiens à rappeler que ceux qui ont été élus grâce à la France Insoumise, grâce au NFP, c'est le bloc central, c'est les Républicains, c'est les macronistes qui se sont alliés en juillet dernier, il n'y a pas si longtemps, pour prendre tous les postes à l'Assemblée nationale et pour éviter que nous ayons une majorité avec Jordan Bardella comme Premier ministre. J'insiste, pardonnez-moi, mais alors que la gauche dénonce la politique austéritaire d'un gouvernement illégitime, le RN pointe l'absence de mesures visant l'immigration en l'Union européenne. C'est deux salles, deux ambiances, c'est deux univers complètement différents. Vous, les premiers, souvent, vous pointez du doigt le manque de cohérence en politique. Et là, en l'occurrence, on prend le temps de regarder dans le fond des choses, et vous nous dites que ça n'a pas d'importance. Ça n'interroge mais ça n'a pas de fond, Madame Carwer. Ça n'a absolument pas de fond. C'est pas un texte qui va changer quelque chose. C'est censure ou pas du gouvernement. On ne s'allie pas. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y aura pas un gouvernement avec le NFP. Il faut arrêter. Ça, c'est les éléments de langage des macronistes. Nous ne varierons pas. La seule possibilité de bloquer ce budget qui est mauvais pour les classes populaires, les classes moyennes, nos entreprises, notre croissance, c'est ce budget. Après, c'est pas de notre responsabilité. Si nous en sommes là aujourd'hui, il suffit que Michel Barnier revienne sur la désindexation des retraites. On a accepté de faire un pas vers lui sur les exonérations de charges pour nos entreprises. Il restait encore 1 milliard d'augmentation. On considérait que c'était beaucoup trop, mais on a accepté de faire un compromis. On a pris seulement 10% des mesures de notre contre-budget, qui ne sont même pas les mesures phares du Rassemblement national, comme la baisse de la TVA sur l'énergie, comme les augmentations de 10% sans charge des salaires. On a fait vraiment des compromis dès le début. 10% pour le premier parti de France, c'était pas énorme. Et donc aujourd'hui, ceux qui devront assumer cette responsabilité, l'assumer l'alliance du parti unique aux élections législatives qui a empêché une majorité, qui a créé ces 3 blocs et cette France ingouvernable, ce sont les macronistes, c'est Emmanuel Macron et ce sont les Républicains qui sont alliés depuis des années, des mois, avec les macronistes. Thomas Ménager, je ne suis pas du tout seul en plateau, vous le savez. Valérie Nataf, voulez vous poser une question, je crois, c'est ça, Valérie? Absolument. Allez-y. Bonjour monsieur, je voudrais savoir ce que vous dites à ceux qui disent qu'avec la motion de censure et donc le non-vote du budget, 2000 recrutements d'assistants d'éducation pour les enfants en situation de handicap seront donc annulés, que 380 000 nouveaux contribuables rentreront dans l'impôt, qu'il n'y aura pas de contribution exceptionnelle des grandes entreprises et des très hauts revenus, qu'il n'y aura pas de pacte enseignant, c'est-à-dire une meilleure rémunération pour plus de missions, et je pourrais continuer la liste. Vous dites vouloir protéger les Français, les quelques exemples que je viens de donner, sans oublier les agriculteurs, il n'y aura pas de nouveau mode de calcul des retraites. Est-ce que vous dites à tous ces Français, c'est pas grave, l'important c'est de faire tomber Michel Barnier? Alors, Madame Nata, vous êtes une journaliste sérieuse et un certain nombre des éléments que vous avez cités, je vous le dis, de manière très calme, sont erronés. C'est justement en censurant le gouvernement qu'il n'y aura pas de désindexation des retraites, puisque l'indexation des retraites, elle est prévue par la loi, elle est automatique dès lors qu'il y aura cette loi spéciale. De la même manière, la loi spéciale permettra d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu, ça a été vérifié, confirmé par les services de l'Assemblée nationale, donc nous pourrons indexer et éviter cette situation qui ferait, comme vous le dites, entrer un certain nombre de personnes dans l'impôt sur le revenu, parce que ça peut être indexé dans la loi spéciale. Encore sur un autre sujet, sur les agriculteurs, c'est le budget de M. Barnier qui baisse de 13% la mission agriculture, qui va diminuer les investissements d'avenir. Donc bien entendu qu'il y a des mesures qui pourraient être gardées et qui devront être gardées dans le budget que nous voterons au mois de janvier, mais c'est pas parce qu'il y a quelques petites bonnes mesures que globalement l'économie de ce budget n'est pas néfaste pour les classes populaires, les classes moyennes, les retraités et nos entreprises. Donc on peut essayer de faire pleurer dans les chaumières sur quelques mesures, et je peux l'entendre, et nous les reprendrons, nous les défendrons, nous les avons soutenus. Thomas Ménager, c'est pas faire pleurer les chaumières, c'est d'essayer de prendre les faits et de vous interroger sur des questions qui intéressent les Français, c'est-à-dire effectivement les salariés, les retraités, les agriculteurs, qu'est-ce qui va leur arriver? Ce sont des questions qui sont légitimes. Je vous ai répondu. Non, mais je vous ai répondu, mais on peut prendre une mesure en essayant de vouloir jouer sur du pathos, en nous tenant responsables de telle ou telle non-évolution, mais à un moment, ces mesures, nous les reprendrons, nous les défendrons dans le budget de ce nouveau gouvernement. Il suffisait à Michel Barnier d'accepter les demandes très raisonnables que nous lui avions proposées. À un moment, ceux qui sont responsables de l'absence d'écoute des 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national et des propositions que nous avons mises sur la table, et nous le disons jusqu'au vote de la motion de censure, si Michel Barnier revient sur l'ultime ligne rouge sur laquelle nous sommes intransigeants, qui est celui de ne pas appauvrir nos retraités,
Nous ne censurons pas parce que nous ne censurons pas par plaisir. Nous ne sommes pas le NFP qui avait dit qu'il censurait par principe. Merci. On a laissé une chance à ce gouvernement et on lui laisse une chance jusqu'au bout. Merci beaucoup Thomas Ménager d'avoir été avec nous. Merci Olivier Martin qui a permis la réalisation de ce direct. C'était pas simple. Merci à vous deux. Donc oui, alors Jean-Marie Le Guen, vous vouliez dire? Oui, je trouve que tout ça, c'est un discours extrêmement cynique. Dans les arguments, quand il y a des manques, on les dénonce, quand il y en a trop, il n'y a toujours pas de recettes, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de situation générale financière du pays, il y a des jeux politiciens, des argumentaires qui tournent en boucle pour faire plaisir à ses propres électeurs et ses propres militants. Voilà, et on voit bien d'un certain point de vue que depuis cette affaire du procès, il y a une régression psychologique du Rassemblement national qui sort de l'idée de la politique, de la cravate, de nous on est responsable, on sait s'ouvrir, etc., pour être dans une politique systématique, caricaturale, et finalement d'isolement complet au regard des autres forces politiques ou des autres courants qui existent dans le pays. Donc voilà, et en même temps une politique très cynique. Les finances, ça n'existe pas. La loi qui interdit d'utiliser les assistants parlementaires à des fins de partis politiques, ça n'existe pas. Rien n'existe en dehors de ce que veut le Front National. Alors, donc on avance. Et si la motion, elle est bel et bien votée. De toute façon, on imagine, Adrien Gindre, qu'on est déjà en train de réfléchir à la suite. Au casting, bien évidemment, j'y vais directement. Le trombinoscope, on va le remettre, comme tous les 3 mois désormais, avec les potentiels successeurs pour prendre le fauteuil à Matignon. Donc, Michel Barnier va-t-il se succéder à lui-même? Sébastien Lecornu, on va en reparler. On a mis Bruno Retailleau. Bernard Cazeneuve revient. Et puis bien sûr Lucie Castet, puisque c'est la carte encore et encore. Il y en a qui reviennent et qui vont repartir assez vite. Alors voilà, dites-nous tout. Dites-nous tout justement. Qui va revenir? Ce que vous avez mis sur la droite de l'écran, qui est en fait la gauche de l'échiquier politique, faut pas trop y compter. Il n'y a absolument aucune configuration aujourd'hui évidente pour que Lucie Castet puisse être appelée à Matignon. Même Bernard Cazeneuve, alors pour le coup, là, je me risque un pronostic, je ne vois pas dans quelle configuration ça fonctionne. Parce qu'en fait, il reste des mois après, des semaines après, enfin des semaines seulement, soutenu ni par ce qui devrait être sa famille politique, ni par ce qui est le socle commun sortant. Personne ne l'attend. La vérité, me semble-t-il, a plus de chances de se situer sur le centre de votre écran, à savoir, est-ce qu'un profil type Sébastien Lecornu, dont vous avez peut-être noté qu'hier, Jordan Bardella lui-même le citait, ou Bruno Retailleau, parce que jusqu'ici, il y a une certaine volonté de s'emparer de sujets qui sont chers à l'électorat du Rassemblement national, et il le revendiquait d'ailleurs encore ce matin. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne nous donne ni la solution sur comment un budget est voté, ni sur quel budget ça peut avancer, parce qu'en fait, on peut se faire plaisir en se disant il y a une question de curseur politique, de positionnement sur l'échiquier. Et peut-être va-t-il falloir aussi se poser la question de pour faire quoi. La question n'a pas été posée au moment de la nomination de Michel Barnier. Difficile d'y couper cette fois-ci. Alors, comme on vous suit, on vous écoute, on a été regarder effectivement ce que disait M. Bardella sur Sébastien Lecornu hier. On a retrouvé cette déclaration. Regardez. Je souhaite, si je sais pas, on a un nouveau gouvernement, Barnier 2, Lecornu 1... Renommer Michel Barnier, c'est une option selon vous? Je ne suis pas président de la République. Mais en tout cas, à la nouvelle nomination de Michel Barnier? Mais la question, c'est pas qui. C'est quoi et pourquoi faire. Bon, on va revenir sur le quoi et pourquoi faire, mais effectivement, pourquoi Sébastien Lecornu serait une vraie piste en réalité? Là, on est typiquement à la limite entre la politique et la psychologie. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu, qui est très discret d'une manière générale dans les médias, a eu la bonne idée de ne jamais avoir de mots de travers, ou jamais trop violents, en direction du Rassemblement national, de ses électeurs, ou de Marine Le Pen et Jordan Bardella en personne. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, son nom était paru dans plusieurs articles de presse pour avoir participé supposément à des dîners avec la responsable du Rassemblement national. Alors, à l'époque, il y a eu différentes versions qui ont été données. On ne va pas rentrer dans la polémique. Lui n'a jamais voulu confirmer dans le détail la nature et le cadre de ses entretiens avec Marine Le Pen. Mais du côté du RN, on ne s'en est pas caché, disant qu'au nom des relations républicaines et pour mieux connaître et comprendre cette sensibilité politique, il y avait bien eu des échanges. Bon, il a un avantage par ailleurs, c'est qu'il a toutes les faveurs du président de la République, mais ça peut aussi être son inconvénient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne croit que c'est Emmanuel Macron seul qui va pouvoir décider d'un Premier ministre sans tenir compte du monde extérieur. Cette possibilité-là n'existe pas. Donc il faut aussi, malgré tout, que le chef de l'État fasse ce travail. Par qui Sébastien Lecornu serait-il soutenu? Quels seraient, le cas échéant, les arêtes politiques? L'attitude du RN. Tout à l'heure, ça nous a fait tiquer avec Valérie Nataf quand Thomas Ménager, votre invité, disait un budget qu'on pourrait voter en janvier.
il paraît très improbable qu'on arrive à un vote favorable du RN. Mais si par miracle, il était possible d'avoir une abstention du RN ou un engagement de non-censure, déjà, ce serait un pas considérable. Jean-Marie Le Guen, est-ce que vous entendez déjà des conversations autour de vous dans vos réseaux, mais notamment à gauche, sur le futur Premier ministre? Est-ce que ça commence à phosphorer sévèrement là? Oui, ça forcément, mais je crois, comme vous le disiez Amélie, qu'il y a aussi besoin de changer quelque part de discours et d'approche. C'est-à-dire que l'homme providentiel, à mon avis, quel qu'il soit, fût-il avec la bonne volonté potentielle du Rassemblement national, ne suffira pas, parce que on peut quand même faire l'analyse que l'attitude du Rassemblement national n'est pas liée à l'impolitesse de Michel Barnier, qui n'est d'ailleurs pas l'homme le plus impoli, mais plutôt à la décision de pousser les feux, aller plus loin dans ce qu'on a appelé la stratégie du chaos. Donc, je crois qu'il faut changer de méthode et que de ce point de vue, Dieu sait que j'ai des critiques à faire sur l'attitude du Parti socialiste dans cette censure, mais je crois que les propositions qui ont été avancées par Boris Vallaud, d'autres au Parti socialiste, sont relativement intéressantes, c'est-à-dire aller jusqu'à effectivement une discussion sur un pacte de non-censure, laissant dans ce cadre-là. Alors après, la méthode pour y arriver, je ne vais pas aller plus loin, mais ça demandera déjà pas mal d'habileté. Il suffit pas de dire ça pour que ça se fasse. Et le projet de budget dont parlait Monsieur Bardella et Monsieur Ménager, c'est des budgets intérimaires. C'est un pansement sur une hémorragie lourde, donc c'est rien. Mais je crois que la personnalité doit avoir un poids politique et un savoir-faire politique capable, effectivement, quelque part, de faire rentrer ce qui semble aujourd'hui impossible, non pas dans une majorité, mais dans une coexistence des forces qui vont du Parti socialiste, peut-être du Parti communiste d'ailleurs, parce que Fabien Roussel a laissé entendre qu'il n'était pas forcément opposé à ça, jusque à LR. Et donc il y a dans ce savoir-faire-là, pour arriver à trouver un espace de non-agression systématique, c'est l'objet, me semble-t-il, du futur Premier ministre. C'est l'heure de la boîte à archives. C'est pour ça que je fais des gestes. Quand c'est l'heure de la boîte à archives, je fais des gestes. Même peur. Dans l'histoire de la Ve République, une motion de censure sur plus d'une centaine déposées quand même. Une seule a été adoptée par les députés. On est en 1962 contre le gouvernement Pompidou pour contester contre l'élection du président au suffrage universel direct. Quelques jours après cette motion, c'est M. Pompidou qui s'exprime sur ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Je les ai vus revivre avec exaltation l'atmosphère des crises d'autrefois. Et c'est pourquoi, monsieur, je me suis senti triste et angoissé. Pour le Parlement, plus que pour mon gouvernement. Ça doit nous apporter quel regard, quelle morale de l'histoire? Parce que là, on se plonge dans cette histoire. C'est d'une certaine manière le discours, je ne voudrais pas être sévère avec le président Pompidou, qui a été un grand président, mais il y a une forme de discours convenu que nous répétons encore aujourd'hui sur la responsabilité ou l'irresponsabilité des politiques. Ce que dit le Premier ministre d'alors, Pompidou, qui redeviendra Premier ministre après une dissolution cette fois-ci, et donc une majorité pour le général de Gaulle, c'est ils n'ont pas pensé à la France, ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Donc on entend exactement le même discours, et j'imagine que Michel Barnier, gaulliste et chiracien, utilisera les mêmes mots peut-être ce soir. Gaëga ? Non, simplement un regard de l'étranger sur ce qui est en train de se passer en France. Dans ce que je lis, notamment la presse américaine a du mal à comprendre comment la France en est arrivée à cette situation. Et je lisais un peu une autopsie de ce moment dans le New York Times, qui a une personne dans son viseur, c'est Emmanuel Macron, avec ce péché originel, celui de la dissolution. Le second péché, selon le New York Times, je lisais ça ce matin, c'est de ne pas avoir nommé une personnalité issue de la gauche, qui est donc arrivée en tête après les législatives, et qui, contrairement à certaines choses qu'on peut entendre ici et là, estime qu'il y a d'ores et déjà un impact économique
avec des investisseurs qui se détournent notamment de la dette française et donc qui vont davantage compliquer la capacité à la financer, à la rembourser, et qui, bien un peu comme tout le monde autour de ce plateau, a bien du mal à répondre à la question évidente: et quoi maintenant? Et quoi après? Et j'ai une ultime question pour vous, Adrien Gindre. Donc là, il avait été renommé Georges Pompidou. Bon, il faut dire qu'ils avaient gagné les législatives, l'ambiance n'était pas exactement la même. On n'a pas évoqué le scénario de Michel Barnier renommé. Il est totalement écarté, ce scénario? Non. Alors, en l'occurrence, si vous posez la question au ministre actuel du gouvernement, il prie très fort pour que ce scénario voit le jour. Parce qu'en fait, dans cette hypothèse-là, on peut considérer qu'une bonne partie de l'équipe reste en place, peut-être quelques ajustements à Bercy. On posera la question ce soir à Michel Barnier pour voir aussi ce que lui, il en dit. Compliqué de se positionner alors que la censure n'a pas encore été votée, mais la question de toute façon va se poser. Après, on revient à ce que disait Jean-Marie Le Guen tout à l'heure. Renommé pour faire quoi? Renommé pour travailler avec qui? Renommé pour être sauvé par qui? La réalité, c'est que personne n'a la solution miracle aujourd'hui, ni Michel Barnier, ni même aucun des noms qui sont aujourd'hui évoqués. On va la suivre avec beaucoup d'attention. Votre l'interview avec Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix, à suivre en direct sur TF1 et sur LCI ce soir à 20h. Interview du Premier ministre Michel Barnier. Pour combien de temps? C'est toute la question. Dans un instant, vous restez avec nous parce qu'on a appris il y a quelques heures que Donald Trump il sera à Notre-Dame samedi.